Quand on pense aux puissances de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale, presque toute l'attention se porte sur l'Allemagne nazie et le Japon impérial. Il est facile d'oublier que l'Italie combattait aussi pour l'Axe, et cela pour une raison très simple. Ils étaient vraiment désespérés. En combat solitaire, les Italiens remportaient entre peu de succès significatifs. À un moment donné, ils ont essayé d'envahir la Grèce et n'ont même pas réussi à vaincre cette armée très petite et mal équipée. L'Italie n'est même pas allée jusqu'à la fin de la guerre. Une fois que les forces alliées le menaçaient pendant le continent italien en 1943, l'Italie a changé de camp et a rejoint les Alliés. Quelles sont les raisons des mauvais résultats de l'Italie ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans l'armée italienne pour qu'elle soit tellement moins efficace que l'Allemagne ou le Japon ? Dans cette vidéo, je répondrai à toutes ces questions. Mais d'abord, faisons un bref résumé de l'histoire de l'Italie pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 30, l'Italie était sous le contrôle du dictateur de droite Benito Mussolini. Il est arrivé au pouvoir en 1922 en tant que chef du parti fasciste. Dans les années qui suivirent, Mussolini devint un dictateur, éliminant toute entrave à son pouvoir et instaurant un État policier. Mussolini rêvait de faire de l'Italie un pays puissant dominant la Méditerranée, recréant quelque chose de similaire à l'ancien Empire romain. Tout au long de son règne, il lança plusieurs invasions dans le but d'étendre les frontières de l'Italie. La première eut lieu en 1935, lorsqu'il ordonna l'invasion de l'Éthiopie. Après 2 ans, l'Italie réussit à vaincre les forces éthiopiennes et occupa le pays. L'Italie s'est aussi engagée dans la guerre civile espagnole qui se déroulait à cette période. Cela a commencé lorsque des généraux de droite des forces armées espagnoles ont tenté de renverser le gouvernement de gauche par un coup d'État militaire. Cependant, une grande partie du pays a rejeté le coup d'État, divisant l'armée et le territoire espagnol en deux. Les instigateurs du coup d'État avaient accidentellement déclenché la guerre civile espagnole au lieu de prendre le pouvoir. Pendant 3 ans, l'Espagne a été plongée dans une violence décrite comme une répétition générale de la Seconde Guerre mondiale. L'Italie s'est fortement impliquée dans le conflit, envoyant une quantité énorme d'équipements et environ 70 000 hommes pour aider la faction de droite. L'aide italienne a joué un rôle décisif dans la guerre civile, et en avril 1939, les nationalistes de droite ont pris le contrôle de l'Espagne. Mussolini s'est ensuite concentré à nouveau sur la construction d'un empire en envahissant l'Albanie. En seulement 5 jours, l'armée italienne a submergé la petite armée albanaise et le roi a été contraint de s'exiler en Grèce. Le mois suivant, l'Italie a accepté une alliance avec l'Allemagne nazie, le pacte d'Acier. Le pacte était plus qu'une simple alliance défensive. Il stipulait que chaque pays devait entrer en guerre contre tout pays attaqué par l'autre. En théorie, ils devaient coordonner leur plan militaire, mais Hitler a immédiatement rompu l'accord en attaquant la Pologne sans en discuter d'abord avec Mussolini. Le déclenchement de la guerre était problématique pour l'Italie, car elle était complètement sous-préparée. En fait, Mussolini a même dit à Hitler que l'Italie ne serait pas prête pour la guerre avant 1943, soit dans 4 ans. Néanmoins, l'Italie devait pratiquement s'impliquer dans la guerre pour éviter d'être perçue comme faible et de se faire exploiter par l'Allemagne. Finalement, l'entrée de l'Italie dans la Seconde Guerre mondiale s'est avérée très aisée. Le 10 mai 1940, l'Allemagne a envahi la France et, en quelques semaines, il était évident qu'elle allait très bientôt conquérir le pays. Lorsqu'il est devenu clair que la France allait s'effondrer, Mussolini a ordonné à l'Italie d'entrer en guerre en lançant une invasion à travers les Alpes. Finalement, incapable de résister à l'assaut allemand, la France a accepté un accord de paix dans lequel elle a été divisée entre un nord occupé par l'Allemagne et un État fantoche dans le sud. L'Italie a aussi reçu un petit territoire français. Tout au long de l'été 1940, l'Italie s'est engagée dans des combats un peu partout, s'étirant ainsi très largement. D'abord, en août, elle a envahi le Somaliland britannique et a réussi à en chasser les Britanniques. Ensuite, en septembre, l'Italie a envahi l'Égypte britannique, là encore avec un certain succès, parvenant à prendre du territoire le long de la côte. Cependant, Mussolini avait des ambitions bien plus grandes que le nord de l'Afrique. Pour vraiment dominer la Méditerranée, il voulait conquérir la Grèce. En octobre, l'Italie a envahi et a rapidement fait face à des difficultés. Premièrement, le froid extrême a causé des engelures à de nombreux hommes et entravé leur logistique. De plus, les Grecs ont combattu avec une grande férocité pour protéger leur territoire. Au final, les Grecs ont en fait réussi à repousser les Italiens au-delà de la frontière, et la guerre est devenue une impasse. L'armée italienne, totalement inefficace en Grèce, subissait aussi une lourde humiliation des Britanniques en Égypte. En décembre 1940, les Britanniques ont lancé une offensive contre les Italiens et ont réussi à les repousser en Libaye.
Les Britanniques n'avaient qu'environ 36 000 hommes contre 150 000 Italiens, mais grâce à un meilleur équipement, une meilleure formation et un meilleur commandement, ils ont réussi à déjouer les Italiens. Les Britanniques ont réussi à faire presque tous les Italiens prisonniers, soit environ 130 000 hommes, alors qu'ils n'ont subi qu'environ 2 000 pertes. Alors que les Italiens étaient surpassés sur terre, ils perdaient également le contrôle de la mer. L'Italie a perdu 2 grandes batailles navales, perdant ainsi sa domination sur la Méditerranée. La situation semblait tout aussi mauvaise en Afrique de l'Est. Les Britanniques ont lancé une contre-attaque au Somaliland britannique et ont réussi à l'occuper. Ils ont ensuite avancé vers l'ouest, en Afrique orientale italienne, et ont réussi à prendre Addis Abeba, l'actuelle capitale de l'Éthiopie. Quelques mois plus tard, les dernières soldats de la force italienne en Afrique orientale se rendraient en banc. En juin 1941, l'Allemagne a envahi l'Union soviétique et l'Italie a envoyé environ 300 000 hommes pour aider à l'invasion. Beaucoup de ces hommes mouraient ou seraient faits prisonniers lors de la célèbre et sanglante bataille de Stalingrad. En Afrique du Nord, l'aide de l'Allemagne aux Italiens a fait une différence significative pendant un certain temps. En mai 1942, les forces germano-italiennes ont réussi à remporter une victoire décisive en Libye, tuant, blessant ou capturant environ 50 000 hommes alliés et ne subissant qu'environ 3 000 pertes de leur côté. Cela malgré le fait que les Alliés disposaient de plus d'hommes et de presque 2 fois plus de chars. Churchill écrivit plus tard que cette bataille fut l'un des coups les plus durs dont il se souvenait de la guerre. Pour cette victoire, Hitler récompensa le commandant allemand Rommel par une promotion au grade de maréchal, faisant de lui le plus jeune homme à atteindre ce rang. Après cette victoire éclatante, les forces germano-italiennes poussèrent vers l'est, atteignant El Alamein en Égypte. À El Alamein, les forces germano-italiennes furent vaincues de manière décisive par les Alliés lors de 2 batailles, dont la seconde fut déterminante. Pendant les mois suivants, les Alliés continuèrent à exploiter leur avantage et à avancer vers l'ouest en Libye. Finalement, en mai 1943, les dernières troupes italiennes et allemandes en Afrique se sont rendues. Après avoir conquis l'Afrique, les Alliés se sont concentrés sur l'invasion de l'Italie. L'idée d'envahir l'Europe par l'Italie a été fortement soutenue par Churchill, qui l'a célèbrement appelé le ventre mic. Le ventre mou de l'accent, ça de l'accent. En juillet 1943, les forces alliées sont débarquées en Sicile, et en un mois, elles avaient occupé l'île. Avec le territoire italien directement menacé par l'occupation alliée, les hauts responsables du gouvernement italien commencèrent à perdre confiance dans l'effort de guerre et dans le Premier ministre Mussolini. Le 25 juillet, Mussolini fut évincé lors d'un vote de défiance mettant fin à 21 ans de régime fasciste en Italie. Le roi nomma Pietro Badoglio Premier ministre, qui débuta des négociations avec les Alliés. Sous Badoglio, l'Italie changerait de camp et rejoindrait les Alliés contre l'Allemagne. Ainsi, le rôle de l'Italie en tant que nation majeure de l'Axe avait pris fin. L'armée italienne s'était très mal comportée, ayant été d'une aide minime pour Hitler et l'Allemagne nazie. Pourquoi l'Italie a-t-elle été si inefficace ? L'inefficacité de l'Italie s'explique principalement par le fait qu'elle était complètement sous-préparée lorsque la guerre a éclaté. En fait, Mussolini lui-même l'a reconnu. En avril 1939, il a envoyé une note à Hitler admettant que l'armée italienne avait un besoin urgent de réarmement et, selon ses estimations, ne serait prête pour la guerre qu'en 1943 au plus tôt. L'un des plus grands problèmes était un sérieux manque d'équipement moderne. L'armée italienne n'avait tout simplement pas tout le matériel dont elle avait besoin. Cela était en grande partie dû au fait que le complexe militaro-industriel italien était bien plus petit que celui des autres nations. À la fin des années, en 1930, le secteur industriel italien était modeste, employant moins d'un tiers de la main-d'œuvre du pays. Comparé à l'Allemagne, où 42% de la main-d'œuvre travaillait dans l'industrie. Cela signifiait que la production industrielle de l'Italie était bien plus faible. En fait, elle était similaire à celle de l'Allemagne environ 40 ans plus tôt. Voici un graphique montrant la production industrielle de différents pays au début de la guerre. Comme vous pouvez le voir, l'Italie était la plus basse de tous les grands pays. Les chiffres sont exprimés en pourcentage de la production industrielle britannique en 1900. Donc l'Italie avait une production d'environ la moitié de ce que la Grande-Bretagne avait 40 ans plus tôt. Une autre grande raison pour laquelle l'Italie ne pouvait pas produire suffisamment d'équipements militaires était la corruption, avec une grande partie de l'argent envoyé aux entreprises d'armement qui était effectivement volé. Les entreprises s'entendaient en cartel et utilisaient la tromperie pour frauder le gouvernement. Elles avaient aussi un atout majeur, qui était la menace de grève ou de troubles sociaux. Les gros bonnets de l'industrie avaient tellement de pouvoir qu'ils pouvaient essentiellement
prendre le gouvernement en otage en menaçant d'arrêter la production s'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. L'armée était en gros obligée de passer de grosses commandes pour des systèmes d'armes inefficaces et hors de prix, de peur que si elle ne le faisait pas, elle se retrouve sans armes du tout. Un autre problème était que la culture italienne se méfiait de la modernité, et cela incluait les procédés de fabrication. Alors que d'autres nations avaient depuis longtemps mis en place la production de masse pour fabriquer autant d'armes que possible à moindre coût, les armes italiennes étaient beaucoup plus fabriquées à la main par de petits groupes d'ouvriers. Cela rendait la production beaucoup plus lente et augmentait considérablement les coûts. Par exemple, les cuirassés italiens coûtaient environ 2 fois plus cher que des cuirassés comparables construits par les Français. Comme vous pouvez l'imaginer, cet échec du complexe militaro-industriel italien a fait que le pays n'a pas produit autant d'équipements que nécessaire. L'Italie était déjà très en retard par rapport aux autres nations avant la guerre, et la situation s'est détériorée au fil des années. En 1939, l'Italie avait moins de 25% du nombre de véhicules motorisés des autres grandes puissances. En tenant compte de la taille de la population, la différence était encore plus marquante. L'Italie comptait environ 11 véhicules pour 1000 habitants, contre 25 pour l'Allemagne et plus de 50 pour la Grande-Bretagne et la France. Cette tendance s'est poursuivie tout au long de la guerre, l'Italie produisant bien moins que les autres pays. Par exemple, entre 1940 et 1943, l'Italie a produit environ 10 000 avions, contre 60 000 pour l'Allemagne et un impressionnant 157 000 pour les États-Unis. Pour les chars, la situation était très similaire. L'Italie n'a produit qu'environ 4 000 véhicules blindés, dont seulement 500 étaient équipés d'un canon de taille adéquate. L'Allemagne a produit environ 19 000 véhicules comparables, tandis que l'Amérique en a produit environ 58 000. Pour le dire autrement, l'Amérique a produit environ 100 chars pour chaque char produit par l'Italie. Ce manque de production a été aggravé par le fait que l'Italie a commencé la guerre avec moins d'équipements qu'elle n'aurait dû, car elle en avait envoyé beaucoup en Espagne pendant la guerre civile espagnole. Elle a envoyé 660 avions, 10 000 mitrailleuses et 240 000 fusils, dépensant l'équivalent du budget annuel entier des forces armées italiennes. Globalement, l'Italie manquait cruellement d'équipements pour mener efficacement le combat durant la Seconde Guerre mondiale. Un autre problème était que la plupart de l'équipement dont elle disposait était absolument terrible. La majorité de cet équipement était totalement obsolète et quasi inutilisable au combat. Peut-être que le meilleur exemple de cela est le char que l'Italie a utilisé plus que tout autre pendant la guerre, le Carro Veloce 35, également appelé le L3. Le L3 était complètement inadapté à la guerre moderne. Son blindage était si mince qu'il pouvait être transpercé par des tirs de mitrailleuses. Dans les mots du commandant italien Italo Balbo, nos chars légers, déjà anciens et armés seulement de mitrailleuses, sont complètement dépassés. Les mitrailleuses dont des voitures blindées britanniques tarculent les cribles de balles et percent facilement leur blindage. Un autre gros problème pour le L3 était qu'il ne pouvait pas être équipé d'un canon puissant. Il était seulement assez grand pour être armé de mitrailleuses, de fusils anti-chars ou de lance-flammes. Un autre char italien très médiocre était le Fiat M13, le principal char moyen de l'Italie. Le M13 était très peu fiable et son blindage était terrible. L'acier était de mauvaise qualité avec beaucoup d'impuretés et il était rifté plutôt que soudé. Cela signifiait qu'un coup direct le brisait comme du verre, tuant tous les occupants. Les chars italiens avaient aussi d'autres problèmes, comme le fait qu'ils n'avaient encore pas de radio, ce qui les empêchait de travailler efficacement ensemble et de coordonner leurs mouvements. Les Italiens avaient bien du bon matériel, mais ils n'en avaient pas assez. Par exemple, leur avion de chasse, le RE 2005 Sagittaria, était l'un des meilleurs de la guerre. Selon les mots d'un as de l'aviation britannique, c'était dans l'ensemble un avion superbe et puissant. Malgré sa bonne conception, seuls 48 exemplaires furent produits. Tout au long de la guerre, l'équipement de l'Italie était dans un état déplorable. Elle avait l'équipement le moins efficace, le moins nombreux et le plus cher de toutes les nations pendant la guerre. Un autre problème majeur pour l'Italie était sa division interne et son manque d'unité. Le meilleur exemple de cela est tout simplement que Mussolini n'avait pas le pouvoir absolu. En Allemagne sous Hitler ou en Russie sous Staline, un seul homme prenait les décisions finales. En Italie, Mussolini était au service du roi et des généraux supérieurs. Il pouvait se débarrasser de lui s'il le souhaitait. En 1925, le manque de pouvoir de Mussolini fut évident lorsqu'il nomma Antonio Di Giorgio comme ministre de la guerre.
Di Giorgio était impopulaire auprès de l'armée, donc Mussolini a dû le renvoyer suite à un retour de bâton. Comme vous pouvez le voir, Mussolini n'avait même pas le pouvoir de nommer le ministre de la guerre qu'il voulait. Durant cette période, de nombreuses luttes politiques internes ont considérablement ralenti l'effort de guerre italien. Mussolini était constamment inquiet de l'émergence de rivaux susceptibles de le renverser. L'un des rivaux de Mussolini était Pietro Badoglio, le chef d'état-major très populaire parmi les généraux. Mussolini se méfiait de la popularité de Badoglio et faisait tout ce qu'il pouvait pour saper son autorité. Finalement, Mussolini fit de lui un bouc émissaire, le rendant responsable des échecs de l'Italie en Grèce et le forçant à démissionner. Badoglio lui-même ne valait le guère mieux et avait œuvré à saper l'autorité du général dirigeant la campagne d'Afrique. Ce genre de confusion était typique des généraux italiens tout au long de la guerre. Ils se sabotaient ainsi constamment les uns les autres et se poignardaient courant dans le dos. Ce dont ils avaient vraiment besoin, c'était que Mussolini, au sommet, prenne le commandement suprême et apporte une certaine cohésion. Mais étant donné qu'il n'avait lui-même pas beaucoup d'expertise militaire, Mussolini était complètement incompétent. Il a été contraint de déléguer le contrôle de l'armée à ses généraux intrigants. Tout cela a été catastrophique pour l'effort de guerre italien. L'un des plus grands problèmes était que cela signifiait qu'il n'y avait aucune chance que les différentes branches de l'armée coopèrent efficacement. Par exemple, l'armée de l'air était déterminée à ne pas participer au soutien des opérations d'infanterie, car elle estimait que cela impliquerait qu'elle était subordonnée à l'armée de terre. Au final, les trois branches de l'armée italienne ont effectivement mené des campagnes séparées. C'était un gros problème parce que la Seconde Guerre mondiale reposait justement sur la combinaison des différentes branches de l'armée pour compenser les faiblesses de chacune. Un autre problème majeur pour l'armée italienne était qu'elle était mal commandée, et cela se voyait à tous les niveaux. Les objectifs globaux de la guerre, tout en haut, étaient bien trop ambitieux. Essentiellement, étant donné que la capacité de l'Italie était extrêmement limitée, elle a essayé d'en faire beaucoup trop. S'il s'était concentré sur quelques objectifs clés, il aurait peut-être réussi, mais il s'est trop dispersé et a peu accompli. Au plus fort de la guerre, l'Italie combattait en Grèce, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est et en Russie dans le cadre de l'opération Barbarossa. C'était tout simplement au-delà des capacités de l'armée italienne. Sur le champ de bataille, une grande partie du commandement était aussi très incompétente. Un exemple fut le premier affrontement avec les Britanniques en Égypte. Les Italiens disposaient d'une force mixte d'infanterie, d'artillerie et de 16 des petites tankettes L3 assez faibles que j'ai mentionnées plus tôt. Au lieu d'utiliser la force comme une équipe interarmes, le commandant italien les a disposés en carré défensif, ce qui rappelait un peu quelque chose de la bataille de Waterloo. Il a placé ses 4 pièces d'artillerie à chaque coin du carré, l'infanterie formait les côtés du carré et les chars légers L3 l'entouraient. Puis, lorsque la bataille a commencé, les L3 ont chargé loin devant l'infanterie et l'artillerie. Isolés et sans soutien d'infanterie, ils ont été rapidement détruits par les Britanniques disposant de 2 chars moyens. Avec les L3 détruits, les Britanniques pouvaient alors avancer facilement et encercler l'infanterie et l'artillerie qui étaient encore en formation carrée. L'infanterie italienne, dépourvue de munitions anti-chars, était sans défense face aux forces britanniques et a rapidement été mise en déroute. Cette mauvaise stratégie du commandant italien était complètement différente de la doctrine militaire qu'il avait apprise, qui préconisait à juste titre l'utilisation combinée de l'infanterie et des blindés. Un autre exemple de mauvais commandement est survenu plus tard dans la guerre, quand les Italiens avançaient en Égypte alors que les Britanniques contre-attaquaient. Cette contre-attaque s'appelait l'opération Compass et a vu 36 000 soldats britanniques vaincre une force italienne d'environ 150 000 hommes, soit environ 5 fois sa taille. Le commandant italien a reconnu que son manque de véhicules signifiait qu'il serait facile pour lui d'être contourné par les forces britanniques. Sa stratégie était de s'enterrer et de fortifier des positions spécifiques pour combattre depuis celles-ci. Cependant, la dispersion extrême des positions italiennes dans le vaste désert permettait aux forces britanniques de les encercler et de les détruire une à une. Au final, comme seule une petite partie des forces italiennes combattait à un moment donné, leur supériorité numérique ne comptait pour rien. Avec cette défaite écrasante, la position italienne en Afrique du Nord devenait extrêmement vulnérable, et Hitler a donc envoyé une force de 30 000 hommes pour la renforcer. Sous le commandement allemand, les troupes italiennes ont combattu bien plus efficacement. Par exemple, en mai 1942, ils ont réussi à remporter une victoire décisive en Libye, tuant, blessant ou capturant environ 50 000 hommes alliés et ne subissant eux-mêmes qu'environ 3 000 pertes. Cela malgré le fait que les Alliés disposaient de plus d'hommes et de presque 2 fois plus de chars.
Sur les 90 000 soldats de l'Axe ayant combattu lors de cette bataille, environ 2 tiers étaient francs-italiens, ainsi que la moitié des chars, montrant qu'avec un meilleur commandement, ils pouvaient soit bien se battre. Le commandant allemand était Erwin Rommel, et il a même complimenté les soldats italiens en disant qu'ils s'étaient bien comportés sous son commandement. En résumé, les mauvaises performances de l'armée italienne durant la Seconde Guerre mondiale s'expliquent principalement par un mauvais équipement et un commandement défaillant. Le fait que l'Italie ait produit seulement une infime fraction du nombre de chars et d'avions, par exemple par rapport à l'Allemagne, signifiait qu'elle ne pourrait jamais vraiment peser dans la balance. Cela dit, la différence entre la façon dont les troupes italiennes se sont comportées en Afrique du Nord, sous commandement italien et sous commandement allemand, est frappante. Durant l'opération Compass, les Allemands ont subi l'une de leurs pires défaites, juste avant de prendre le commandement. Sous Rommel, lors de la bataille de Gazala, ils ont connu l'un de leurs plus grands succès. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à bientôt pour la prochaine.